j'ai le plaisir et l'honneur aussi de pouvoir être avec vous et partager cette session avec Vincent, Elliot et Benoît en ces trois temps forts. Et puis après, le dernier qui nous permettra de continuer les échanges de manière totalement conviviale avec ce Let's Drink autour de ces sujets passionnants et qui transforment en fait et qui font évoluer nos métiers. Donc c'est le métier d'informaticien, d'ingénieur, de doer, de maker. On délivre, on travaille avec nos clients pour améliorer en permanence les usages numériques au sens large et les mises en œuvre numériques. Et c'est bien ça l'enjeu en fait, c'est bien cette combinaison dynamique avec des connaissances additionnelles qui s'ouvrent à nous autour des enjeux de comment le numérique peut être responsable, comment il peut être plus respectueux de l'environnement, comment il peut être au service des enjeux environnementaux. C'est une ressource extrêmement importante et dont on doit prendre soin. Et un petit peu en résumé ici, ce qu'on voit, c'est effectivement, c'est pour mettre en avant quelques dimensions clés qui caractérisent notre époque et la décennie qu'on traverse. On a beaucoup entendu parler au niveau des entreprises utilisatrices de dynamique de transformation numérique. Oui, et cette transformation numérique, en fait, elle vient s'enrichir. Pour moi, c'est vraiment un enrichissement. C'est-à-dire que ces transformations, ces dynamiques, elles doivent être à la fois soutenables et numériques. Et pour l'ensemble de nos métiers, l'ensemble des acteurs, c'est extrêmement intéressant, sachant que ce numérique est présent maintenant sur l'ensemble des chaînes de valeur. Il ne se passe plus rien dans les environnements, chez nos clients, tout secteur d'activité confondu, sans qu'il y ait un bout de numérique dedans. Les besoins en data, en calcul, en application, en connectivité sont toujours plus nombreux. Et le secteur, ce secteur qui fournit ses capacités, ses compétences, ses infrastructures, ses applications, ses expertises, eh bien, il est engagé et il s'engage de plus en plus sur la réduction des impacts. On va voir pourquoi, parce qu'à travers les dynamiques des impacts environnementaux du numérique, pourquoi il y a cet engagement aussi fort qui dessine une feuille de route pour un numérique moins impactant et plus responsable. Et c'est bien ça aussi notre rôle à tous, c'est d'aider les entreprises et les organisations utilisatrices à dessiner leur feuille de route et leur plan d'action pour une mise en œuvre de ce qu'on pourrait appeler effectivement ce numérique responsable d'entreprise, maximiser le potentiel des technos d'aujourd'hui, parce que c'est bien avec les technos d'aujourd'hui, et on va le voir de manière très concrète avec des exemples pendant le meet-up, qu'on peut exécuter les choses, minimiser les impacts, et on a des leviers d'action tous ensemble entre les mains. Et cette combinaison, c'est ça, c'est l'assurance de cette dynamique de promouvoir un numérique efficace, responsable, pour tous ensemble un avenir meilleur. Et pour ça, faut s'intéresser un petit peu à une dimension qui n'était pas enseignée dans les écoles d'ingénieurs il n'y a pas si longtemps, etc., qui rentre petit à petit dans les programmes de formation, etc., qui sont autour des impacts environnementaux et de la compréhension du cycle de vie du numérique. Et effectivement, historiquement, et c'est bien normal et compréhensible, il y avait un focus très fort sur la phase d'usage qu'on voit au milieu. À un moment, on utilise le numérique, on voit un peu, ça coûte, il faut mettre en place des infrastructures, des serveurs, des capacités de stockage, de sauvegarde, de reprise d'activité, tout ce qu'on veut, etc. Tout ce qui va être lié à l'usage. Et puis pour que ce soit utilisé, il faut effectivement que sur site ou en mode remote, il y ait de la connectivité, il y ait des objets d'accès, des terminaux utilisateurs, etc. Ça, on le voit bien. Ce qui était moins connu jusqu'à il n'y a pas si longtemps, effectivement, par ce secteur, ou moins exposé, c'est l'ensemble du cycle de vie, ce qui se passe en amont. Eh bien, le numérique, effectivement, il faut des ressources, principalement métalliques, non renouvelables, qu'il faut extraire, qu'il faut raffiner, transformer, purifier. Et ensuite, ça devient des composants électroniques qu'il faut assembler en équipements, qui peuvent être des équipements utilisateurs ou des équipements d'infrastructure, on y reviendra tout à l'heure. Et tout ça, tout au long de cette chaîne en amont, ce qu'on appelle les impacts amont, le fait que l'équipement existe, ça nécessite beaucoup d'énergie, beaucoup d'eau, et on l'a dit, des ressources non renouvelables. On retrouve cette notion d'énergie primaire, d'émissions de gaz à effet de serre, d'eau et de ressources sur ces indicateurs environnementaux.
Et puis ensuite, il y a la phase d'usage, éventuellement de réparation, de réutilisation, de démantèlement et pour pouvoir être éventuellement recyclé et réutilisé pour d'autres types d'activités. Et justement, c'est important de partager quelques grands ordres de grandeur autour de ça. Là, on va prendre un peu vue d'hélicoptère à l'échelle mondiale. Donc ce monde numérique qui nous entoure, qu'on connaît, etc. Sur la gauche, on voit, c'est grosso modo l'ordre de grandeur de 4% des émissions à date, 4% des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. À peu près toutes les études convergent à peu près sur cet ordre de grandeur. Et c'est vraiment un domaine où on manipule des ordres de grandeur. Le plus 5 à 10%, c'est l'augmentation de la consommation énergétique du monde numérique par an, observé ces dernières années en tendance. Alors, juste pour bien avoir en tête, 5 à 10%, c'est une croissance qu'on appelle exponentielle. C'est par an. 5 ans, ça double tous les 15 ans. 10 ans, ça double tous les 7 ans. Vous voyez le rythme un petit peu. Donc, on va dire, grosso modo, en moyenne, ça peut doubler autour de 10-15 ans. C'est très, très fort comme croissance et c'est le secteur d'activité qui a augmenté et augmente le plus vite, ce qui est assez logique. On a vu ces 20 dernières années une expansion absolument incroyable et une industrialisation de ce monde numérique qui fonctionne merveilleusement bien et qui permet de délivrer des millions de services numériques différents pour des milliards d'utilisateurs connectés, sans compter les objets. Au milieu, on trouve la répartition des impacts sur cette notion de cycle de vie. À l'échelle mondiale, grosso modo, en approximation ordre de grandeur, c'est 50-50. Ça veut dire quoi 50-50 ? C'est 50% d'impact en phase de production de l'équipement, le fait que l'équipement existe, et 50% en phase d'usage. Et on va le voir juste après, ça peut être très très différent d'un équipement à un autre. Mais globalement, si on rassemble les dizaines de milliards d'objets numériques connectés dans le monde, c'est ça. Et ces objets numériques, ils n'ont pas toujours un cycle de vie très très long. Et ça, c'est la dernière partie. Effectivement, la source du dernier rapport de l'Université des Nations Unies sur les déchets du numérique à l'échelle mondiale. Effectivement, cette fin de vie, elle est à la fois très importante en volume. On parle de 60 millions de tonnes à l'heure actuelle. Ça fait quand même beaucoup. Le plastique, l'ordre de grandeur des déchets plastiques annuels, ça doit être 300 millions de tonnes. Vous voyez, donc 60 millions de tonnes, on entend beaucoup parler du plastique. Et là, on est sur des déchets métalliques, polluants aussi, d'une autre façon. Mais il y a un autre sujet qui caractérise le monde du numérique, c'est que les équipements numériques, les déchets numériques, ne sont proprement collectés et bien documentés dans leur processus de recyclage. C'est moins de 20%, le chiffre du rapport, ça devait être 17,8 de mémoire, mais c'est moins de 20%. Donc on voit qu'on est très très loin d'une logique de circularité. Et si on revient un petit peu, pour zoomer sur la partie du milieu, sur l'usage-production, ce qui est important aussi d'avoir en tête, tous ensemble, c'est que c'est très différent d'un équipement à un autre. On va dire que plutôt, vous voyez sur la partie droite, on a des équipements type usage utilisateur. Là, c'est illustration tablette et smartphone, mais c'est la même chose pour un ordinateur portable. On va trouver plutôt une logique de 80% de l'impact en phase de production et 20% de l'impact en phase d'usage. Et c'est à peu près l'inverse pour les équipements d'infrastructure, parce qu'ils sont beaucoup plus consommateurs d'énergie en phase d'usage, ils sont plus puissants et qui tournent 24/7. Et heureusement qu'ils peuvent avoir un cycle de vie plus important, plus long en termes d'années d'usage. Un switch ou un serveur, ça dure potentiellement plus longtemps en ce moment qu'un smartphone. Ce qui fait que les impacts sont plutôt en phase d'usage pour ces équipements d'infrastructure, alors que les équipements utilisateurs sont majoritairement en phase de production. C'est pour ça qu'on entend parler autant à l'échelle numérique mondiale, européen ou français, de la vigilance sur la durée de vie des terminaux et leur multiplication, qui augmente l'impact de manière importante. Donc voilà, ça c'était les grands ordres de grandeur sur les indicateurs environnementaux, puisque c'est le Zoom d'aujourd'hui, parce qu'on cherche tous à trouver les bons leviers d'optimisation, d'économie d'énergie, d'usage efficace, efficient, des capacités qui sont absolument formidables. Et puis pour revenir en synthèse, effectivement, des études montrent que
grosso modo ce qu'on a vu avec les croissances exponentielles, les impacts environnementaux du monde numérique double ou triple tous les 15 ans. C'est une étude qui date de 2019, ça, et qui n'est pas fondamentalement contredite. Mais l'idée, c'est de zoomer sur l'énergie. Donc, parce que d'abord, on le verra avec les indicateurs d'émissions de gaz à effet de serre, le premier indicateur qui commence à être mis en œuvre de manière opérationnelle par le secteur du numérique, et Vincent l'illustrera très bien juste après moi, parce que l'énergie, effectivement, c'est quelque chose qui nous accompagne en permanence sur l'ensemble des processus de transformation, de flux physiques, et on voit que dans la répartition des émissions de gaz à effet de serre par secteur, c'est évidemment une grosse partie du camembert. Et à l'intérieur de ce camembert énergie, l'énergie du numérique, c'est l'électricité. Donc c'est très intéressant de s'y intéresser, et on voit que sur l'échelle de temps de 1990 à 2019, par exemple, on voit une croissance effectivement en volume, parce que c'est intéressant de connaître les proportions, mais aussi il faut suivre les volumes pour comprendre les dynamiques liées au secteur et aux sujets environnementaux. Donc c'est un bon proxy pour piloter un système d'information, le sujet de l'énergie à travers l'énergie du numérique qui est l'électricité et où les émissions de gaz à effet de serre associées. Et donc l'électricité, d'où ça vient l'électricité mondiale en fait? Il faut bien aussi avoir en tête, et ça c'est pas quelque chose qui est forcément naturel pour tout le monde, que si on entend autant parler de transition énergétique, c'est notamment lié à ce sujet électricité. L'électricité, vous voyez qu'elle est issue majoritairement, et que ça n'a pas beaucoup changé sur les 20 dernières années, elle est issue des énergies fossiles, charbon en particulier. Charbon et gaz, et que ça c'est important sur cette partie pourcentage, et puis on verra aussi les enjeux volumes. Et donc ces énergies fossiles, on sait que par rapport aux enjeux climatiques, il faut arriver à décroître. Alors là c'est une représentation qui est à peu près conforme aux engagements climat, je crois. Donc on voit que c'est une décroissance profonde et assez brutale. C'est un véritable enjeu, que l'électricité est, par son efficience, en fait, il y a un sujet d'efficacité et de performance, c'est une énergie qui est très très intéressante. Encore faut-il arriver, effectivement, on entend beaucoup parler, à mettre à disposition de plus en plus d'électricité, et on l'illustrera juste après, de manière beaucoup moins carbonée. Et justement, dans ces leviers de transition, j'ai trouvé ce graphe de l'Agence internationale de l'énergie extrêmement intéressant. Notre patent, notre champ d'action aujourd'hui dans le monde de la technologie, c'est d'ici 2030. Et c'est bien ça qui préoccupe nos clients, qui préoccupe les institutions qui font évoluer les réglementations. C'est déjà d'arriver à gagner du temps et à passer le cut de 2030 par rapport aux engagements climat en faisant les premiers pas et en se lançant dans une dynamique de réduction et d'optimisation. Et j'aime bien cette représentation parce qu'elle donne des proportions de 3 catégories d'actions. Aux deux extrêmes, donc en vert et en jaune, on va trouver d'abord en vert le changement pur et simple de comportement. Alors ça peut être, voilà, je n'ai plus de voiture et je prends un vélo. Ça c'est la partie jaune, la partie verte, pardon. La partie jaune, ça va être quelque chose qui n'a pas forcément d'incidence pour l'utilisateur, l'usager ou l'entreprise utilisatrice d'un service. Ça va être par exemple, j'ai une centrale à charbon qui produit l'électricité qui va être remplacée par une capacité différente, une technologie différente de production électrique. Ça n'a pas d'incidence sur l'usager, le consommateur. Il a toujours de l'électricité, c'est juste qu'elle est moins carbonée. Et puis au milieu, on trouve le gros du pavé, qui est une combinaison des deux. En fait, c'est adopter et déployer avec le plus possible un passage à l'échelle des technologies
moins carboné, plus efficace, etc. Et c'est là où on fait la jointure avec les dynamiques de systèmes d'information. Effectivement, il peut se passer des choses dans les systèmes d'information où tout d'un coup, un data center va être plus efficace ou moins carboné, sans qu'il y ait rien à faire pour le client utilisateur. Mais si on veut vraiment arriver aux enjeux 2030, il faut arriver à combiner les forces, à joindre les dynamiques et adopter à travers ça des logiques de modernisation et d'évolution vers des solutions moins carbonées. Et c'est une autre façon de l'illustrer, c'est aussi la temporalité. C'est-à-dire que si on reprend un petit peu différemment ces logiques de 3 catégories d'actions, au milieu, adopter et déployer des solutions qui demandent un effort, un change en fait, d'évolution, de pratique, d'architecture, de design, etc. On voit que, effectivement, dans les modèles de transition, et là encore, c'est intéressant, je trouve, cette représentation de l'Agence internationale de l'énergie, la bonne nouvelle, c'est que d'ici 2030, vous voyez, l'immense partie des leviers d'action qui permettent d'atteindre les objectifs de transition et de réduction des émissions de gaz à effet de serre sont basés sur des technologies qui sont disponibles sur le marché. Et ça, c'est important comme message, c'est un ancrage dans une réalité opérationnelle. On a quasiment tout entre les mains, et dans le monde numérique aussi, pour arriver à réduire, optimiser, faire diminuer, faire mieux avec moins en fait, dans ce monde-là. Au-delà, c'est normal, il y a des sujets qui sont, c'est vrai pour le ciment, c'est vrai pour l'acier, c'est vrai pour des dynamiques autour du transport, on ne saura pas tout résoudre d'ici 2030, ça dépendra de la façon dont peuvent passer à l'échelle des technologies qui sont en cours de développement. Mais ce focus 2030, je trouve ça extrêmement intéressant. Et à travers ça, le cloud, par ce qu'il apporte, on va dire, by design, bien choisi, etc., en termes d'efficacité énergétique, d'efficacité de refroidissement, la capacité pour beaucoup, et Vincent nous en parlera, d'acteurs du cloud, de concevoir leurs équipements sur mesure de la manière la plus efficace et je dirais frugale possible, de s'engager durablement avec une feuille de route ambitieuse sur de l'énergie bas carbone, de progresser pas à pas avec de plus en plus d'ambition et de partage d'informations sur la gestion de l'eau et la gestion aussi des déchets du numérique. Les caractéristiques aussi du secteur numérique sur cette fin de vie, c'est du recyclage et du démantèlement difficile, où sur un smartphone, c'est tellement miniaturisé que dans le meilleur des cas, on va dire que l'ordre de grandeur, c'est on récupère un tiers des métaux, mais c'est déjà ça. Sur des équipements de plus grosse taille, ça peut être éventuellement plus performant et on peut tous le souhaiter. Voilà. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a le rôle de l'acteur d'infrastructure, et ça c'est une première dynamique et c'est extrêmement important parce qu'il y a des effets d'échelle. Et puis il y a le rôle de l'usage de l'architecture d'un système d'information, comment on peut maximiser le potentiel d'optimisation, etc., à travers des usages cloud, à travers du savoir-faire, de l'expertise, qui va permettre de tirer le meilleur de ce niveau de consolidation, de mutualisation et de partage de ressources, parce que c'est une vraie logique de partage, et on entend beaucoup parler, enfin c'est un mot qui est très utilisé, qui est plein de bon sens dans les sujets environnementaux et de meilleur usage des ressources disponibles. C'est toujours difficile à prévoir la vie d'un système d'information, son intensité d'usage, qu'est-ce qui va se passer exactement quand je lance un nouveau service numérique, à quelle échelle il va être adopté, à quelle vitesse. Et donc pouvoir avoir de la flexibilité, réagir, c'est aussi accompagner au mieux son organisation, son efficacité opérationnelle. Même sur des architectures assez traditionnelles, et on a besoin de l'ensemble du spectre de capacité de calcul, qu'on présentera juste après, du monde de l'AVM, jusqu'au monde cloud natif, qui permet de concevoir des applications, et Elliot l'illustrera dans le troisième temps de la session, qui vont être nativement élastiques et qui vont s'adapter nativement à la courbe des usages et qui vont même pouvoir faire du scaling to zéro. Et ça, c'est extrêmement intéressant, je pense, dans les logiques de système d'information. Et c'est bien cette jointure de force entre l'acteur d'infrastructures de services numériques comme Google
et les expertises d'Evoteam, qu'on peut accompagner au mieux nos clients dans leur dynamique de modernisation et d'évolution pour un système d'information qui va dessiner cette feuille de route pour que d'ici 2030, on arrive à maîtriser à l'échelle les émissions, les consommations énergétiques, les consommations de ressources. C'est ça que les deux parties suivantes vont vous permettre de concrétiser de manière opérationnelle. Après cette vue un petit peu d'hélicoptère, on va rentrer dans la mise en œuvre de ces enjeux avec Vincent pour commencer.